Alors tout d'abord, merci et bienvenue à toutes et à tous au Meter in Space. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On tient aussi, bien sûr, à remercier la Cité de l'Espace qui a co-organisé avec nous l'événement, qui nous a soutenus et fait confiance, et qui nous accueille finalement dans ce lieu extrêmement iconique du spatial toulousain et français. Et on remercie aussi, bien sûr, nos partenaires très importants, AICO, Panja Aerospace et le CNES. Mais on va vous en parler un peu plus juste après, et je laisse la parole à Simon. Merci beaucoup Thomas. Donc, je m'appelle Simon, on est tous les deux les cofondateurs du média Horizon, que vous voyez qui est écrit ici, qui a maintenant un peu plus de 4 ans et ça fait un peu plus d'1 an que c'est vraiment un rêve pour nous d'organiser un événement comme celui-ci en public, avec la thématique des femmes dans le spatial. Donc on le fait, vous vous en doutez, à l'occasion de la journée des droits des femmes, qui tombait un samedi, donc on l'a fait un petit peu plus tôt, histoire de quand même pouvoir avoir du monde et la disponibilité de la Cité de l'Espace. Mais donc nous, on est un média qui traite de vulgarisation spatiale en général, qui s'intéresse au sujet du spatial dans sa globalité, et la place des femmes en fait amplement partie. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe depuis la création de notre média et sur lequel on essaye de faire venir de plus en plus de femmes dans le domaine spatial. On organise notamment nos contenus de 2 manières différentes. On a des podcasts que vous pouvez retrouver donc du coup en tapant Odyssey_GMT sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à venir nous suivre et nous mettre 5 étoiles sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Et on a donc 2 contenus sur ces podcasts-là qui sont des portraits d'espace qui vous permettent de découvrir le profil d'un ou une invitée qu'on a dans notre émission, son parcours, qu'est-ce qui l'a amené à être dans le spatial, quelle est sa passion et comment, voilà, quels sont ses conseils pour des personnes qui voudraient travailler dans le spatial, qu'ils soient en études ou bien après. On a aussi après un format un peu plus long qui est une émission dans laquelle on parle d'actualité spatiale et de sujets précis qui sont en lien, bien sûr, avec les spécificités et l'expertise de nos invités. Et après, on a aussi une page Instagram qui s'appelle horizon.actu, sur laquelle vous pouvez également aller nous suivre. Là, ça va être un peu toute l'information qu'on va diffuser sur nos pages, des contenus notamment vidéo de vulgarisation spatiale. Tous nos contenus sont faits pour être le plus accessible possible à toutes et à tous. Et après, sur Instagram, vous pouvez aussi avoir l'information quand nos podcasts sortent, sur nos événements, dont fait partie le Meter Space, et suivre nos aventures en général. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre pour nous soutenir. Voilà. Et après, on va pouvoir donc enchaîner parce que on sait que le spatial, c'est un domaine qui reste, en tout cas aux yeux du grand public, comme encore assez masculin. On travaille ce soir pour vous montrer que, bien entendu, il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans le domaine spatial et sur des sujets très inspirants. Mais on a voulu quand même prendre quelques données statistiques qui montrent qu'encore une fois, il y a beaucoup d'évolutions, mais que par exemple, quand on prend la part des femmes dans les effectifs de recherche dans les administrations publiques en 2021, on voit que dans certains domaines, on est à la parité où les femmes sont même parfois surreprésentées, mais quand on prend les domaines liés au spatial, on voit par exemple ici le CNES, le CNRS et le CEA qui travaillent aussi sur le spatial, mais pas que, les femmes, notamment dans les métiers de chercheurs et chercheuses, sont toujours moins nombreuses que les hommes en proportion. Et c'est moins le cas, par exemple, sur les domaines hospitaliers, sur les domaines de la médecine, où historiquement, ou en biologie, historiquement, il y a plus de femmes que d'hommes à l'heure actuelle. Mais par contre, donc là, vous voyez la barre en bleu, en espérant que vous arriviez à lire de loin. Mais la barre en bleu, c'est donc pour le domaine de la recherche, mais pour les personnels de soutien, donc c'est tous les administratifs qui aident les chercheurs et les chercheuses à faire leur travail. Les femmes sont par contre surreprésentées. Donc, le travail a quand même été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières décennies, mais on se rend compte qu'il y a encore une certaine forme d'inégalité dans le domaine spatial, sur laquelle on travaille toutes et tous, mais on vous en détaillera un peu plus ensuite. Je laisse la parole à mon cher Thomas. Oui, et c'est vrai que pour compléter, ce qu'on peut voir, c'est que on observe qu'en 2024, par exemple, l'effectif des femmes dans le domaine de la construction du secteur spatial et aéronautique n'était que de 24%. Donc malgré tout, quand on va chercher un petit peu dans des secteurs plus précis, on a encore des progrès à faire. Et pour vous donner un exemple qui est tout aussi parlant, les femmes dans l'espace, les femmes astronautes, sont encore sous-représentées. Alors aux États-Unis, bien sûr, il y a eu 61 astronautes, mais au rapport de plus de 300 humains qui ont été envoyés, 300 humains américains qui ont été envoyés dans l'espace. Donc la parité n'est absolument pas équilibrée. On a aussi la Russie où on a 6 astronautes. Ça a été le premier pays à envoyer des femmes dans l'espace. Mais là aussi, on est quand même sur un pourcentage assez faible. Et pour arriver à la France, on a une astronaute, Claudie Aigneret, mais on va en parler juste après. Et on aura aussi bientôt Sophie Adno qui fera normalement sa première mission au printemps 2026. Et donc nous aurons 2 astronautes. Mais pour vous toucher un petit mot sur Claudie Aigneret, qui est une astronaute, une femme
passionnante, eh bien, ça a été la première femme française et européenne dans l'espace et dans l'ISS. Alors, elle est de formation médecin et rhumatologue. Elle a été responsable au CNES, coordinatrice de missions scientifiques et spatiales. Elle a été 2 fois ministre et elle a aussi fait 2 missions spatiales, donc la mission Cassiopée dans la station Mir, station russe, et la mission Andromède dans l'ISS. Donc elle a pu voir vraiment des choses très différentes lors de ces 2 missions. Et puis suite à ça, elle a été aussi directrice d'univers sciences, administratrice et marraine de plusieurs organes, comme la Cité de l'Espace, dont elle est aujourd'hui la marraine. Alors je vous tease un petit peu, parce qu'il y a un peu plus de 2 semaines, on a eu la chance et l'honneur d'aller à sa rencontre, de pouvoir discuter avec elle. On a enregistré un podcast avec elle, aussi un portrait d'espace. Donc je vous tease un petit peu, parce que ça va sortir dans les prochaines semaines sur Odyssée. Vous pourrez bien sûr la découvrir un peu mieux, elle et ses missions. Et elle a aussi très chaleureusement accepté de vous faire un petit mot d'introduction. Bonjour, alors vous êtes réunis pour le Meet Her in Space. Formidable, parce que vous savez, le spatial, avec de multiples activités, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de choses à faire. Alors on a besoin de talents. Et les talents, ils sont là dans toute leur diversité. Et bien évidemment, jeunes filles, jeunes femmes, on a besoin de vos talents pour ces multiples facettes des activités spatiales. On a besoin de techniciennes, d'ingénieurs, de chercheurs, on a besoin de juristes, d'architectes. Enfin, vous allez découvrir tous ces métiers du spatial et vous allez vous rendre compte à quel point ils sont passionnants. Ils donnent des ouvertures sur des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est ça aussi, c'est du merveilleux, c'est du rêve, c'est de la tech, c'est de la science. C'est de l'intelligence et pas seulement artificielle. On attend la vôtre. Alors, jeunes filles, on a besoin de vous. Venez nous rejoindre, c'est passionnant. Et donc vous avez eu la chance de découvrir le mot d'une astronaute qui pourra d'ailleurs être retrouvé plus en détail sur notre compte Odyssée dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On commencera par le portrait d'espace. Mais le spatial, comme on aime le dire, dans nos portraits d'espace, justement, ce ne sont pas que des astronautes. Il y a aussi des ingénieurs, des administratifs, des chercheurs, des chercheuses, des RH, des gens qui font de la communication. Et donc ce qu'on voulait vous prouver aujourd'hui aussi, c'est que les femmes dans le spatial, ce n'est pas uniquement le profil de Claudie Aignoret, qui est très inspirante, certes, mais il en existe beaucoup d'autres. Et on a le plaisir et l'honneur, on peut le dire aussi, d'accueillir ce soir de nombreuses intervenantes. On va commencer par Aurélie Baker, qui est directrice France de Icospace, qu'on invite à venir sur scène avec nous, qu'on peut applaudir. Et tu peux prendre un micro en t'asseyant, Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais très bien, et vous-même ? Ça va très bien aussi, on est très content d'être là avec vous. Est-ce que tu peux présenter très rapidement ton entreprise ? Ça marche. Donc, bonjour à tous, moi c'est Aurélie, je travaille pour une entreprise qui s'appelle AICO. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en Italie et qui a ouvert une nouvelle entité en France il y a un peu plus de 2 ans. Et on développe des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle pour rendre les missions spatiales plus autonomes. Donc en fait, ça va du segment sol au segment spatial et on met l'intelligence à bord pour soutenir les opérateurs pour optimiser les missions et rendre les clients plus contents. Merci beaucoup Aurélie. Tu peux t'asseoir, on reviendra bien sûr sur tes missions juste après. On accueille notre deuxième invité, donc, qui est Charlène Doucet, qui est chef de projet des contributions, on peut l'applaudir, chef de projet des contributions françaises à la mission européenne JUICE, qui va quand même observer les lunes glacées de Jupiter. Bonsoir Charlène, merci beaucoup d'être avec nous, tu vas bien ? Bonsoir, ça va et toi, merci. Ça va, oui. Je peux te demander de présenter ton entreprise, mais tu travailles pour le CNES, tu peux peut-être en dire 2 mots quand même ? C'est un petit peu connu à Toulouse, effectivement. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Charlène, je travaille au CNES. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'Agence spatiale française. Quand on veut dire, on dit la NASA française, c'est à peu près ça, si jamais vous n'avez pas une idée de ce que c'est. Et donc je suis chef de projet des contributions françaises à la mission JUICE. Ça fait un long titre pour vous expliquer que JUICE, c'est un satellite qui est parti, qui va direction Jupiter et ses lunes pour explorer ce système, savoir si un jour il y a pu avoir de la vie qui aurait pu se développer à cet endroit-là. Et pour ça, on ne le fait pas tout seul, notre satellite. Déjà, il est sous responsabilité de l'Agence spatiale européenne. Et en fait, moi, mon travail, c'est de coordonner un petit peu tous les laboratoires français impliqués, les industriels, pour arriver à mener à bien cette mission et s'assurer que quand on sera sur Jupiter en 2031, on recevra les données et qu'on pourra les exploiter et faire de la science avec. Merci beaucoup, Charlène. Et donc je prends le relais pour avoir le plaisir d'accueillir et d'inviter Marie-Laure Gouzy à nous rejoindre. Donc Marie-Laure qui est directrice France de l'entreprise Pangea Aerospace. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, je suis contente d'être là.
Nous aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Pangea en quelques mots, s'il te plaît? Alors, comme ce que vous avez dit Aurélie, mais côté espagnol. Donc en fait, Pangea, c'est une société qui est venue s'implanter à Toulouse il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, qui vient de Barcelone. Et nous, notre dada, c'est la propulsion spatiale. À la fois le développement de moteurs pour satellites, mais également de moteurs fusées, avec le développement d'un moteur très très particulier et très très innovant, qu'on espère voir voler et remplacer très rapidement les moteurs conventionnels dans les années qui viennent, on va dire, d'ici 2027. Ça nous va très bien, on y croit tous. Oui. Merci beaucoup Marie-Laure. Et enfin, j'ai le plaisir donc d'accueillir Aude Lesty, qu'on peut applaudir. Aude Lesty, donc, qui est responsable des expositions et du patrimoine ici même à la Cité de l'Espace. Donc Aude, tu joues un petit peu à domicile. Exactement. Mais Vous allez bien ? Ça va ? Vous êtes bien installés ? Ça va ? Je suis ravie d'être là, encore. Mais nous aussi, merci Quelle beaucoup. journée là. Et puis, si tu as un petit mot à dire sur la Cité de l'Espace, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient peut-être pas Qui encore. n'est jamais venu à la Cité de l'Espace ? Levez la main. On va vite oublier. Ah voilà. Bon, alors. La Cité de l'Espace, c'est un centre de culture scientifique dédié au domaine du spatial, ici à Toulouse, hein, la ville du spatial. Et nous, on est là pour faire résonner tout ce que ces dames et les agences font à travers le monde aussi, hein, en termes d'actualité spatiale, en termes de fondamentaux pour comprendre l'actualité spatiale. Et mon travail à la Cité de l'Espace, c'est d'imaginer les expositions, les dispositifs de décor, comme notre terrain martien où des rovers évoluent à taille réelle, pour que vous tous, vous puissiez comprendre cette actualité, ces aventures spatiales, et pour les plus jeunes, être séduits et rentrer dans l'aventure. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser une nouvelle fois les applaudir très chaleureusement. Et on va pouvoir donc passer à notre table ronde. Alors, on va poser quelques questions, bien sûr, qu'on a préparées avec Simon. Et ensuite, on vous laissera la parole à vous, toutes et tous, pour leur poser toutes vos questions. Je t'en prie. Je voudrais commencer par une question pour toi, Aurélie. On a montré quelques statistiques sur le domaine public et la question de la parité dans le domaine de la recherche notamment, mais pas que. Toi, tu as évolué à la fois dans le domaine public et dans le domaine privé. Est-ce que tu as observé des différences de traitement de la question de la parité femmes-hommes dans ces deux secteurs qui peuvent parfois être opposés? Alors je dirais oui, un peu. Je dirais que la différence principale, c'est que dans le domaine public, il y a des règles et des volontés qui sont poussées, en particulier par le gouvernement, les différents gouvernements. On peut prendre l'exemple du CNES qui, on peut dire, est un bon modèle, où ils ont fait de nombreux efforts pour mettre en avant la parité, pour avoir des femmes au niveau de postes à responsabilité. Donc c'est cette volonté du public et des réglementations qui ont poussé, qui ont avancé et qu'on ne retrouve pas forcément dans le secteur privé. Donc du coup, il y a un peu plus de disparité. Est-ce que tu penses que c'est la question des obligations qu'on pose au public qui le fait avancer, ou est-ce que c'est aussi parce que le public a plus de capacité, parce que parfois des structures plus grosses, c'est pas toujours le cas bien sûr, mais selon toi, qu'est-ce qui fait aussi qu'on avance sur les questions de parité dans le secteur public, peut-être parce que c'est aussi là-dessus, c'est de ça dont on parle? Je dirais que malheureusement, il a fallu des obligations pour que les choses changent, parce qu'il y avait je dirais une main prise par les hommes dans certains secteurs qui n'avaient pas forcément, alors on parle d'il y a quelques années, de vraie volonté d'apporter ce changement et de faire changer les choses. Et le fait de devoir d'être obligé, en fait, ça a été un peu pareil chez les élus, par exemple, quand on a été obligé sur les conseils municipaux d'avoir autant d'hommes que de femmes, ça a forcément fait changer les choses. Donc maintenant que les familles ont pris des positions, les gens se rendent compte que du coup, avoir cette diversité, ça apporte des choses, c'est positif. Donc les choses maintenant évoluent plus naturellement dans ce sens-là. Mais malheureusement, on a été obligé de passer par des obligations. Ça a peut-être été un petit coup de pouce. Les obligations, ça a été un petit coup de coude pour dire, faudrait peut-être y aller, quoi. Ok, merci beaucoup. Thomas, je te laisse enchaîner. Alors moi j'ai une question du coup pour toi, Charlène. Comme tu l'as dit, donc tu es chef de projet sur la mission de JUICE au CNES, qui est l'institution spatiale finalement la plus ancienne en France. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour accéder à un poste de manager? Alors, comme l'a dit Aurélie, au CNES, on fait un peu figure de bon modèle en tant qu'établissement public. Et je pense effectivement que la part des femmes et des hommes, elle a tendance à aller dans le bon sens pour les femmes.
Et donc, effectivement, on voit des femmes à des postes de responsabilité au CNES, notamment aux directions, les 2 directions les plus grosses en termes de ressources humaines au CNES, qui sont la direction technique et la direction des projets, sont dirigées par 2 femmes, Marianne Claire et Caroline Laurent, pour pas les citer, mais donc c'est pas négligeable. On a des chefs de projet CNES qui sont des femmes, donc pour nous, ça va dans le bon sens. J'ai pas rencontré de vraies difficultés à accéder à ce poste en tant que femme, parce qu'il y a une vraie volonté de ne pas créer ces difficultés au CNES. Et au quotidien, c'est un poste que tu arrives à remplir tes missions, à remplir ton rôle sans difficulté aussi? Ou est-ce que là, par contre, ça peut être un peu plus difficile avec certaines personnes, par exemple? Non, pour moi, ça se passe bien. Je pense que je fais aussi bien que les hommes, sans peu de doute. J'ai la particularité d'être une femme et d'être jeune aussi, pour ce poste-là. Je suis dans les plus jeunes chefs de projet au CNES, effectivement. Et aucun des 2 n'est un handicap. En fait, il faut s'en affranchir et juste pas se voir comme pas capable de faire les choses. Eh ben, je vais rebondir sur ce que tu disais, Charlène, ce que tu parlais des postes de direction. Et ça va être une question pour Marie-Laure. Tu es donc directrice France de Pangea Aerospace. En tant que représentante d'une entreprise face à des acteurs et des actrices du monde politique et économique, est-ce que tu dirais que parfois c'est plus difficile ou plus complexe d'être une femme pour imposer des idées, être dans le job aussi de représentation que tu as en tant que directrice France, excuse-moi? Tant qu'on parle du domaine économique, politique, je dirais non. En fait, ce qui compte, c'est le niveau de représentativité qu'on a quand on arrive avec un poste de directeur, directrice. Ça passe, voilà, il n'y a pas de souci. On est légitime à cette position et à cette représentativité, donc il n'y a pas de problème. Dès qu'on rentre sur un volet un cadre un peu plus technique, là on est obligé, on passe toujours par une étape où on doit démontrer qu'on est en capacité de comprendre ce qu'on nous raconte. Voilà. C'est malheureux, mais c'est le cas. Une fois que les choses sont établies, une fois qu'on a fait étalage du CV, etc., ok, ça va. On peut comprendre, donc on nous parle normalement. Mais c'est vrai qu'on a... Non, mais j'en plaisante, mais c'est vrai qu'on a toujours cette démonstration à faire sur le volet technique. Ça reste quand même vrai avec des catégories de personnes, je vais dire, d'un certain niveau, d'un certain âge, parce que je suis désolée, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'âge compte aussi, et ça a tendance vraiment à s'effacer avec les nouvelles générations qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment un point très, très positif. Mais pour revenir sur la question initiale, non, dès lors qu'on évolue dans un domaine économique ou politique, non, aucun problème, vraiment. Tant qu'on a le titre. C'est malheureux, mais tant qu'on a le titre, il n'y a pas de souci. Mais quand on rentre dans le côté technique, tu trouves que les femmes ont un coup à l'entrée un peu plus fort, elles ont besoin de plus prouver qu'elles méritent leur position, Exactement. leur poste, selon ce que tu nous dis? Exactement. Les petites phrases récurrentes comme « je ne rentre pas dans les détails, c'est technique », on l'entend 1000 fois. Ok. Et le domaine spatial, effectivement, comprend beaucoup de techniques, donc à mon avis, ça doit être malheureusement trop récurrent. Ok, merci beaucoup. Alors, Aude, j'ai une question qui s'adresse à toi. On pense souvent que le spatial est un secteur plutôt dédié aux ingénieurs, aux scientifiques ou même aux astronautes, comme on a pu le voir. Est-ce que toi, avec ton parcours en communication et tes missions actuelles, alors on en a parlé un petit peu avant, mais est-ce que tu te sens réellement actrice du secteur spatial? Alors résolument oui. Parce que alors on a eu une rencontre avec des jeunes collégiennes juste avant de venir vous voir ici en salle. Et en fait, d'une seule voix, on leur a dit il y a tous les métiers dans le spatial. Et le spatial, s'il n'y a pas une voix au bout de toute l'ingénierie, de toute la technologie qui vient dire au public, expliquer au public, montrer au public qu'est-ce que c'est le spatial, il n'a pas d'existence sociale, économique, politique, s'il n'a pas une voix. Et si vous tous, là, vous ne le comprenez pas. Donc oui, moi, en tant que professionnelle de la communication scientifique, je me sens une place. Et en tant que femme aussi, parce que effectivement, alors moi j'ai un parcours qui n'est pas un parcours scientifique à la base, scolaire, et puis après dans mes études, j'ai un parcours littéraire et de design multimédia, on va dire. Mais j'ai toujours eu une petite voix scientifique dans la tête et je l'ai toujours suivie. Et j'ai mis ces compétences privées, personnelles au service de la science et du domaine scientifique pour amplifier cette voix et pour donner des idées d'explication, de démonstration, de vulgarisation
au public et permettre de faire le lien entre eux, voilà, dans cette salle, entre vous qui êtes là et entre les représentants du domaine spatial qui sont là. Donc oui, il y a tous les métiers dans le spatial et oui, il faut des gens qui ne sont pas, comment dirais-je, de terreau scientifique à la base. Et alors, ça fait quelques années maintenant que tu travailles ici à la Cité de l'Espace. Est-ce que tu t'es tout de suite senti cette légitimité ou est-ce que ça a pris quelques années à venir? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, je ne me suis pas toujours senti cette légitimité. Alors là, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Marie-Laure. Il y a une question. Alors, on va dire qu'il y a peut-être 2 décennies, 2000-2010 et 2010-2020, pour faire un peu simple. Avant 2010, voilà, j'étais une jeune professionnelle aussi qui débutait. Mais je travaillais, on rencontrait beaucoup d'hommes, je ne vais pas dire trop, mais bon, c'était beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine du spatial hommes, qui étaient d'une génération qui étaient nés, c'était des hommes professionnellement mûrs, et qui étaient nés après-guerre, donc qui étaient dans une culture aussi masculine qui était ce qu'elle était, et où la place de la femme n'était pas encore ce qu'elle, étant mieux, est en train de devenir la bonne route sur laquelle on est. Donc oui, il a fallu que je fasse un certain nombre de preuves pendant ces 10 ans. Et oui, je ne me sentais pas très légitime parce que même ces professionnels-là du spatial se sentaient presque surlégitimes de m'expliquer même comment il fallait faire les expos, en fait. C'est-à-dire, voilà, je me faisais un peu retourner dans la vague pendant ces premières années-là. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu les 10 ans d'après, parce que j'ai grandi, j'ai mûri professionnellement parlant. Je me suis dit, je ne suis pas qu'une femme, je suis une personne qui a des compétences dans un collectif. Et les choses ont évolué aussi au niveau de la société. Et puis tout ça a fait que, oui, on va dire que là, depuis cette deuxième partie de ma vie professionnelle, je me sens complètement à l'aise et légitime dans ce que je fais. Merci beaucoup. Alors, une question cette fois-ci pour vous 4. Vous avez toutes fait des études assez longues. Est-ce que vous pensez que pour accéder au milieu spatial, à un métier dans le spatial, il faut forcément avoir un bac+5 ou plus? Moi, je répondrais non, surtout pas. Il ne faut pas qu'un type de gens pour faire quoi que ce soit. Et dans le spatial, ça commence... oui, il y a des ingénieurs et il y a des chercheurs qui ont des bac+5 et bac+8, mais ça commence aussi parce que le satellite, il faut le fabriquer. Tout ce qu'on fait, il faut le fabriquer. Et c'est souvent des métiers techniques, des métiers précis. On est une industrie très particulière. Vous prenez une voiture, c'est des machines qui vont vous faire tous les composants, tout ça. Dans le spatial, c'est pas comme ça. C'est des ouvriers qui vont fabriquer à la main. Et il y a du vieux savoir-faire qui est en France, en plus. Pas encore remplacé par plein de choses qui feront qu'il y aurait des métiers différents. Et donc, oui, il faut vraiment des gens dans tous les métiers, des gens qui viennent du secteur bac pro et qui vont jusqu'à parfois des techniciens et voire plus, mais il faut vraiment autre chose aussi que des ingénieurs et des chercheurs. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on va retrouver cette diversité dans tous les éléments liés au spatial. Nous, quand on fait des essais, effectivement, un certain nombre d'ingénieurs qui ont conçu le moteur, mais après, quand il s'agit de mettre en œuvre les essais, c'est des techniciens qui viennent là, qui vont faire le boulot, et heureusement qu'ils sont là. Ça évite des catastrophes régulièrement. C'est vrai aussi, c'est ce qu'on a évoqué, le métier du spatial, c'est pas seulement de la technique, c'est toutes les autres fonctions transverses, les fonctions support. Et on trouve vraiment tout le panel de professions, les mêmes que ce qu'on a dans tous les autres métiers, quelque part. On a besoin de tout le monde, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je trouve que cette question est assez restrictive et non, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 ni un bac+8 pour travailler dans le spatial, et surtout, il n'y a pas besoin d'être issu de la filière spatiale pour travailler dans le spatial. Ça, c'est super important. On peut arriver, je pense qu'on en est la preuve plus ou moins, on peut arriver dans ce domaine-là en étant passé par de nombreuses portes, de nombreux secteurs, tous aussi divers les uns que les autres. Et pour aller plus loin sur la question, il ne semble pas avoir besoin de longues études pour arriver dans le spatial, mais est-ce qu'il y aurait d'autres prérequis, un peu une petite appétence pour le domaine spatial par exemple, ou autre, Est-ce qu'il y a des prérequis qui vous paraissent importants, qui pour vous l'ont été, et qui peuvent l'être pour de futures femmes, de futurs hommes qui voudraient se lancer dans ces secteurs-là? Moi, je dirais que c'est un point commun, c'est la passion pour les sciences, l'innovation, la créativité,
l'envie de découvrir de nouvelles choses, d'apporter une pierre à l'édifice sur la connaissance spatiale. Et donc pour ça, on peut venir de n'importe quel secteur. Est-ce qu'on peut ne pas être passionné par le secteur spatial et travailler dans ce domaine-là? En fait, oui, mais une fois qu'on met le pied dans le spatial, en fait, ça devient difficile de plus être passionné. Moi, je ne voulais pas faire du spatial quand j'étais petite, entre guillemets. Je suis tombée dedans un peu par hasard, parce qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Tiens, tu devrais venir travailler avec moi sur ce sujet-là ». J'étais dans un autre secteur, j'étais dans la bio. Et j'ai découvert, la première fois, il m'a parlé, c'est mon ancien directeur, la première fois, il m'en a parlé, j'étais là, oula, l'ESA, le CNES, tout ça, c'était limite, je savais pas ce que c'est. Bon, le CNES, encore, je suis toulousaine, donc ça allait. Mais l'ESA, limite, je savais pas ce que c'était, en fait. Et après, ça fait plus de 10 ans et maintenant, je partirai plus. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, on précise juste pour ceux qui ne sauraient pas. Et tu voulais rebondir aussi? Non, moi, je vais dire, pour moi, dans mon métier ou dans les métiers qu'on fait ici à la Cité de l'Espace de médiation, c'est un peu compliqué quand même de ne pas avoir, peut-être pas une passion, mais un intérêt fort et vif pour le domaine du spatial. Hein. Puis dans le domaine du spatial, il y a plein de sous-sujets. Hein. Il y a l'astronomie, le vol habité, l'ingénierie. Bref, il y a quand même encore plein de la robotique. Il faut quand même avoir une petite prise là-dessus pour pouvoir vous la faire vivre derrière et avoir les bonnes idées qui vont faire mouche et qui vont vous aider à bien comprendre. Hein. Et alors, on parlait de la parité tout à l'heure dans le secteur du spatial. Bien sûr que la parité est un bénéfice pour toutes les entreprises et organismes qui soient, peu importe les secteurs. Mais en quoi, selon vous, la parité est une chose extrêmement positive et riche en bénéfices dans le secteur spatial? On est là, déjà. Déjà, c'est bien. Et je parle au sein de Pangea, la diversité, ça nous connaît, puisque je pense qu'on a une quinzaine de nationalités donc, différentes représentées. J'ai même pas envie de le placer dans la diversité, c'est la normalité, quoi. Enfin, il n'y a pas de question là-dessus. Et pour moi, la diversité, elle va être culturelle, comme je viens de le dire. Elle va être sur, effectivement, les pôles de compétences. Mais non, je ne veux pas parler de diversité homme-femme parce qu'il n'y a pas lieu. C'est une richesse et un reflet, effectivement, de société de compétences, comme on le disait alors, tout à l'heure avec ces jeunes collégiennes. Hein. C'est qu'on a ce qu'on amène aussi hein, dans le domaine du spatial ou dans n'importe quel autre domaine dans lequel on travaille. Hein. Ses compétences personnelles, ses richesses, ses envies, ses qualités. Et dans le spatial, il n'y a pas que de la science dure, en fait. Il y a des hommes, des femmes, et il y a tout le kaléidoscope de tout ce que tout le monde peut apporter à tous les niveaux. Et ça fait quelque chose de chaleureux aussi au final. C'est pas tout froid. Hein, alors je me tourne vers vous parce que voilà, il y a aussi du débat dans vos différents domaines, c'est pas tout lisse, il y a de l'humain, il y a la vie d'une société aussi qui est reflétée et qui porte aussi tout ce qu'on fait avec le spatial, l'exploration, la découverte, c'est quand même derrière tout ça aussi des grands verbes ou d'actions humaines derrière. Donc ouais, il faut que ce soit varié, divers, normal, au regard de la société. Ouais. Et justement, Aurélie et Marie-Laure, vous qui travaillez dans des entreprises qui sont internationales, comme vous l'avez expliqué, est-ce que vous pensez que la place des femmes dans le secteur spatial a évolué plus ou moins vite ou différemment au niveau européen plutôt qu'au niveau français? Alors, je vais parler pour le côté espagnol, que je connais mieux, je te laisserai la main sur le côté italien. En fait, là, c'est malheureux, mais comme en France, hein, cette égalité homme-femme, elle vient d'une réglementation. Alors, le mot est très moche, mais hélas, c'est une réglementation qui existe et qui fait qu'aujourd'hui, on a su évoluer et qu'on voit les nouvelles générations aussi qui, même s'étonnent qu'on doive aujourd'hui encore avoir des lois pour aller vers l'égalité homme-femme. Ça, c'est plutôt un succès. Mais par contre, il y a eu besoin de cette réglementation qui a été imposée en Espagne comme en France. En Espagne, peut-être un peu plus tôt pour certaines lois et surtout de façon beaucoup plus sévère, j'ai envie de dire. Donc effectivement, l'égalité homme-femme, elle a été mise en place de façon plus précoce en Espagne et on voit les bénéfices aujourd'hui et on sait c'est ce qui va se produire en France dans quelques années. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Après, au niveau européen total, je ne saurais pas en parler.
mais au moins on sent quand même, au moins en France, au moins en Espagne, qu'on est vraiment sur la bonne voie et que j'espère que très très rapidement on n'aura plus besoin de cette réglementation et qu'on n'aura plus besoin de cette loi surtout. En même temps, pour malheureusement temporiser un petit peu, il y a quelques semaines, j'étais en Belgique sur un événement qui représentait, qui rassemblait l'ensemble des acteurs du secteur spatial. C'était là du coup globalement sur scène, c'était que des personnes avec des hautes responsabilités. Et je pense que si on a eu 5% de femmes sur scène, c'était beaucoup. Donc il y a encore une évolution qui, du coup, ça va s'arranger. Mais je pense qu'il y a encore au moins une bonne vingtaine d'années pour qu'il y ait des renouvellements, je dirais. Et qu'on arrive à des événements avec des gens aux responsabilités et plus de parité. Et tu l'évoquais, la question des responsabilités, et j'aimerais poser une question à Charlène à ce moment-là, parce que tu es donc une femme, responsable, chef de projet des contributions européennes, mais en plus de ça, tu es quand même très jeune. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avant ta prise de poste aujourd'hui de chef de projet, donc qui est quand même un poste vraiment important, tous les postes sont importants, mais qui est haut dans la hiérarchie, disons. Est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés ou des remarques, sans citer, je ne te demanderai pas de citer de nom bien sûr, mais voilà, est-ce qu'on rencontre encore aujourd'hui cette réaction un petit peu réticente de certains hommes ou de certaines femmes d'ailleurs pour ce genre de poste-là? Forcément, ça surprend toujours un peu. Pour devenir chef de projet, oui, un petit peu. J'ai déjà entendu elle est trop jeune, c'est pas son tour, parce qu'il y a une liste de gens qui doivent y accéder avant vous, peut-être dans une entreprise. Mais c'est des cas particuliers. Heureusement, il y en a de moins en moins. Ça m'a pas empêché d'y accéder. Donc, il y avait suffisamment de gens qui n'étaient pas d'accord avec ça pour que ça n'empêche pas. Mais oui, on ne peut pas dire que ces comportements n'existent pas du tout. Après, j'ai un parcours un peu atypique où j'ai changé quand même beaucoup de métiers très rapidement. Et donc forcément, il faut aussi que ça s'adapte, l'entreprise, à ces parcours qui des fois sont un petit peu différents de personnes qui vont rester longtemps dans un poste. Ce n'est pas tout à fait la voie que j'ai suivie. Mais oui, effectivement, il y a des petites remarques. Heureusement, elles s'effacent rapidement et il faut surtout pas s'y attacher et savoir aller au-delà et chercher à mener bien sa mission et prouver que justement ils avaient tort. Et tu l'as dit, tu as changé pas mal de fois de métier et de secteur. Tu as aussi un petit peu évolué dans le secteur de la recherche. Est-ce que tu as observé des différences par rapport à une agence spatiale comme le CNES quand tu évolues en laboratoire, où il y a aussi une parité qui est plus ou moins vraie en fonction de la thématique, mais est-ce qu'il y avait quelques différences que tu observes dans un fonctionnement d'une grosse structure publique comme le CNES et des plus petites structures tout aussi publiques comme des laboratoires? Je dirais qu'il y avait moins de parité dans les laboratoires, surtout quand on va dans les domaines scientifiques, spatials. Le CNES va un petit peu mieux dans ce sens-là. Donc oui, il y a une amélioration en passant côté CNES. Et je me suis quand même toujours sentie à l'aise dans ces équipes-là, donc pas de problème là-dessus. Et Aude, dans le secteur de la muséographie spatiale, est-ce que durant tes années d'exercice à la Cité de l'Espace, tu as constaté une différence de traitement des personnalités féminines et masculines? Alors dans le domaine vraiment clairement de la muséographie, alors c'est quand même plus des femmes, même depuis la base, depuis le début des années 2000. Donc je dirais dans l'équipe vraiment de développement des expositions à la Cité de l'Espace, non, parce qu'on était majoritairement des femmes. Enfin, mais pendant cette première décennie dont on parlait tout à l'heure, la 2000-2010, effectivement, le fait d'être une femme et d'aller au contact de scientifiques, ingénieurs, hommes, on avait, moi j'ai pu ressentir effectivement des moments où on allait plus écouter quand même le collègue, l'unique collègue masculin qui était là autour de la table, dans ce qu'il disait, alors qu'on est exactement de dire la même chose en fait. Donc voilà, parce que c'était une reconnaissance presque tacite et pas mal intentionnée, mais lui c'est un homme, techniquement, il a compris, il avait le background. Donc, je me suis plutôt heurtée à ça. Sur mes débuts, le manque de confiance, on va dire. J'étais une femme plutôt jeune, avec en plus de surcroît ce hold-up de ne pas être issue de la filière scientifique, de ne pas avoir le label. Donc, il y avait une espèce de défiance, en fait, par rapport à moi.
Mais encore une fois, hein, la courbe, elle est ascendante là-dessus. C'est-à-dire que ça a duré un temps. J'ai grandi aussi professionnellement. Je me suis fait plus confiance et j'ai plus affirmé que oui, j'avais des compétences qui n'étaient pas, que je partageais pas avec les personnes qui étaient face à moi. Et c'est tant mieux, parce que eux avaient quelque chose à dire au public et moi, j'étais un peu à mi-chemin pour représenter le public et imaginer la manière de l'expliquer au mieux possible pour que ce soit compris. Et puis pour ça, une existence, on va dire, en dehors du labo ou de l'agence spatiale. Donc ouais, c'est sur la bonne voie. Et ça reste c'est un souvenir, mais ça fait pas mal, hein. Ça fait plus mal du tout. Et ouais, on est sur la bonne voie. Alors du coup, une question pour toutes les quatre. Est-ce que vous avez constaté une évolution ou qu'est-ce que vous pensez finalement, tout simplement, du traitement dans les médias ou de la mise en avant des femmes dans le spatial au sein de la sphère médiatique? En même temps, il y en a tellement peu pour le moment que forcément, on sent, je pense aux astronautes dont tu as parlé, voilà, on sent que forcément il y a un traitement de faveur, mais c'est presque une obligation aujourd'hui. Après, est-ce qu'elles le méritent? Certainement, parce que ce sont aussi des pionnières. En tant qu'astronautes, elles le méritent autant que les hommes, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elles méritent un traitement particulier? On est en train d'essayer d'expliquer que non. Donc, je ne suis pas certaine. Moi, je pense qu'il y a le problème aussi que souvent, les gens vont aller chercher la première personne à laquelle ils pensent, qui va être un homme. Et il y a une femme politique, dont je ne vais pas citer le nom parce que voilà, je ne veux pas faire de promotion, mais qui a dit que la femme qu'on n'a pas trouvée, c'est la femme qu'on n'a pas cherchée. Et je trouvais cette phrase assez intéressante, parce que si on fait une émission de télé ou un événement, on a assez facilement maintenant la possibilité de faire une parité autour de la table et d'avoir la volonté de se dire je ne prends pas les 4 premiers hommes que je trouve parce que je les connais, c'est mes potes, mais je décide que je vais mettre des femmes aussi autour de la table. Et juste, je voudrais rebondir sur ce que tu es en train de dire exactement. Aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du secteur spatial à Toulouse, on regarde toutes les nouvelles entreprises qui viennent s'installer, que ce soit AICO, que ce soit Pangea, que ce soit Dawn Aerospace. Il y en a quand même, on va dire 80%, les country managers, les directrices générales, sont des femmes. Et ce n'est pas pour autant qu'on voit l'augmentation de la proportion de femmes dans les tables rondes dès qu'il s'agit de parler de sujets importants. Voilà. Donc c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Aurélie. On est là, on est présente. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas encore dans l'air du temps de spontanément faire appel à nous. Alors, là, moi, je vais répondre pour notre partie à nous, à la Cité de l'Espace, hein, qui est de donner à voir l'actualité du spatial au grand public. Souvent, quand on fait une exposition, on choisit des images pour illustrer les textes ou des vidéos, voilà, pour montrer divers sujets. Et encore, trop souvent, on se dit il faut mettre des femmes. Ah tiens, il faut que je mette une femme. C'est-à-dire qu'on se dit ah oui, il faut que je mette des portraits d'hommes et des portraits de femmes. C'est un peu agaçant parce qu'on se dit on aimerait ne pas en passer par là et de se dire c'est implicite et le choix se fait sans qu'on y pense. On a encore à y penser, mais c'est important parce que c'est un travail au long cours et de longue haleine. C'est-à-dire qu'à force de faire cet exercice et à force de montrer que oui, il y a Sophie Adno, Samantha Christopher était un astronaute, mais il n'y a pas que ça. Il y a des ingénieures femmes qui ont travaillé sur Ariane 6, qui a fait son premier tir commercial aujourd'hui, réussi. D'intégrer dans ce qu'on donne à voir régulièrement au long cours des visages de femmes, voilà, ça va finir par s'inscrire dans la normalité. Et oui, il faut encore en passer par là, par se dire on doit y penser, c'est pas automatique. Mais pour que vous trouviez ça automatique, je regarde les plus jeunes, et que vous preniez confiance en vous, et que vous vous disiez oui, il y en a. Et voilà, et c'est normal, et c'est leur vie normale, il faut encore le faire. Et voilà. Il y a quand même encore des jolis biais qui sont véhiculés.
On a un petit groupe WhatsApp avec Marie-Laure, parce qu'on est copines en parallèle avec d'autres filles. Bon. Hier, je leur partageais, j'ai voulu faire un post sur LinkedIn pour promouvoir des offres d'emploi que j'ai actuellement. Donc, je me suis dit, allez, j'en ai marre de toujours utiliser la même image corporate de mon entreprise. Donc, je suis allée sur ChatGPT, je lui ai dit, génère-moi une image. Donc, une première image qui me génère, bon, évidemment, c'était un mec sur la photo, donc ça m'énervait. Donc, je lui ai dit, fais-moi la même avec une fille. Et donc là, en fait, la première image, c'était un beau mec, là, bien rasé, tout ça, avec son ordinateur, avec un grand clavier, tout ça. L'image d'après, c'était une nénette, l'image est devenue rose. La petite fille avait le petit nœud dans les cheveux, le clavier avait réduit de moitié. J'ai fait, ouais, ok, bon, mais c'est pas grave, je vais garder l'image corporate de ma boîte parce que c'est pas possible, je n'aime pas ça, en fait. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans l'IA et tu es peut-être bien placé pour y travailler, effectivement. Je fais pas de l'IA générative. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais revenir sur un point que tu as évoqué, Aude, qui est vachement intéressant, sur l'aspect de la muséographie, mais là plutôt sur la réception par les publics, et notamment par les jeunes publics. Est-ce que tu observes encore aujourd'hui une disparité de genre dans le type de public qui s'intéresse particulièrement au spatial, dans les gens que tu côtoies, que tu vois passer à la Cité de l'Espace en tant que visiteurs et visiteuses? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore une différence entre femmes et hommes, et est-ce que tu trouves qu'elle s'est quand même estompée depuis ces dernières années, ou est-ce qu'elle a tendance à rester un petit peu tenace? Ça a tendance à rester un petit peu tenace. Mais ça s'estompe. Mais peut-être pas assez vite à mon goût, à notre goût. Donc je pense qu'il y a encore effectivement alors je sais pas, j'ai envie de dire crainte, mais j'ai envie de dire aussi une dévalorisation des jeunes filles par rapport à leur capacité à comprendre les sujets techniques et scientifiques. C'est-à-dire que tout de suite, elles se disent « Ah !» Je pousse le trait pour qu'on se comprenne tous bien. Je suis à Cité de l'Espace, je ne vais pas tout comprendre, ça va être compliqué. Mais non, en fait. Parce que, encore une fois, le spatial, c'est du quotidien. Et il existe, alors, comme on l'a dit, pour explorer, découvrir, mais aussi pour le quotidien, pour aider au quotidien sur Terre. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans nos expositions, notamment pour vous mettre en confiance sans que vous vous en rendiez compte, c'est de montrer aussi les usages quotidiens, d'avoir un discours simple, facile à comprendre, pour que, sans que vous vous en rendiez compte, vous dites « Ah bah oui, c'est intéressant, ouais, je comprends, ah ouais, tiens, je vais, en rentrant chez moi, je vais aller explorer où Juice en est de son parcours jusqu'à Jupiter, parce que j'ai compris que c'était une sonde qui allait mettre 7 ans et demi, je ne me trompe pas, 8 ans à arriver jusqu'à son objectif. Vous vous rendez compte, 8 ans, elle lance une sonde qui va être 8 ans à atteindre son objectif. C'est génial. Et juste, je vous dis ça, vous avez compris. Voilà, la fusée a lancé la sonde, elle va mettre 8 ans, elle va faire tout un voyage où elle va faire de l'assistance, elle va passer plusieurs fois, bref, on s'égare, autour de la Terre et d'autres planètes pour prendre de l'énergie pour aller encore plus loin et atteindre son objectif. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça, de vous rassurer et de vous mettre en confiance et de vous dire, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance absolue, une maîtrise verbeuse, technique incroyable du sujet du spatial pour se faire plaisir, pour comprendre et pour aller en savoir plus, en fait. Ne mettons pas, et ça notre marraine le dit très bien, de plafond de verre au-dessus de nos têtes. Voilà, il n'y en a pas. Et on peut ne pas comprendre et dire, j'ai pas compris. Et c'est peut-être valable aussi dans le milieu scientifique à l'école, où on sait que beaucoup de jeunes filles et de femmes ont du mal à se dire les maths ça peut être pour moi, ont du mal à se dire la SVT ou ça peut être ma passion. Et voilà, il y a cette réticence qui subsiste d'après ce que nous disent les enseignants. Et c'est vrai que ça se retrouve aussi peut-être dans ce contenu qui peut être éducatif et ludique à la Cité de l'Espace. Ouais. Absolument, oui, c'est ça. Il y a encore globalement une espèce alors, mais encore une fois, c'est un fait de société, c'est la faute de personne, mais une facilité à se dire un garçon, bon, il peut tâtonner, il peut se tromper un peu, ben voilà, mais bon, quelque part, il a le droit. Les filles, les jeunes femmes, sont encore, quand elles s'engagent sur des parcours, notamment scientifiques et techniques, sur des auto-exigences, un regard très sévère envers elles-mêmes, de se dire on attend de moi que je sois à ce niveau-là. Non, tu attends de toi d'être à ce niveau-là. C'est tout. Et une fois qu'on se dit ça, on respire un grand coup et on se dit ça va mieux. Parce que, et c'est bien de se mettre des objectifs, de dire ben voilà, j'ai décidé d'arriver là, mais tu as le droit de faire des petits virages, des stops, même des petits reculs,
pour reprendre un petit peu de souffle et puis un peu d'énergie et hop, un petit peu comme Joss, un peu d'énergie pour arriver à ton objectif. On a le droit, c'est ça. Et effectivement, c'est un sujet de société, on s'égare un peu, mais ça rebondit, ça rejaillit aussi sur les carrières des filles dans les sciences et dans le spatial. Tu parlais justement de plafond de verre. D'après vous, quels sont aujourd'hui les moyens les plus efficaces de combattre les réticences de certaines femmes qui hésiteraient encore à se lancer dans des cursus ou dans des carrières dans le spatial? Pour motiver les autres, il faut des modèles. C'est ça qui manque aujourd'hui. Donc, il faudrait que les jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, elles se motivent elles-mêmes à devenir les modèles pour les suivantes. Si on arrive à ce schéma-là et à se projeter dans... Moi aussi, j'aimerais que les gens ils fassent pareil que moi parce que je veux être leur modèle. Je pense qu'on aura beaucoup plus de filles dans le spatial et rapidement. Ouais. Moi, j'ai un petit tips aussi. C'est de se dire qu'on n'est pas toute seule. On est dans un collectif. Et ça, je pense que c'est beau. Les garçons l'intègrent, et c'est vachement, et c'est super bien, pardon, l'intègrent plus facilement, ou peut-être que voilà, dans l'éducation, de dire de s'appuyer sur un collectif et un groupe, en fait. Vous êtes... Alors, oui, on est toujours un petit peu seul, mais après, dans le milieu professionnel, on est toujours dans un collectif. Aurélie, Charlène, Marie-Laure, vous appuyez sur des collectifs, en fait, dans ce que vous faites. Donc voilà, la force de plus se regarder, voilà, comme de plus tourner l'exigence que sur soi-même et de se dire, bon ok, j'ai des forces, j'ai peut-être aussi des faiblesses, mais j'ai aussi un collectif autour de moi qui fait que y a quelqu'un qui a une force qui va équilibrer ma faiblesse et on va arriver à faire quelque chose ensemble. Et juste, alors pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, où je disais que finalement tout ira bien quand il n'y aura plus cette notion de diversité homme-femme, il ne faut pas se méprendre parce que la différence homme-femme, attention, je ne rentre pas dans des propos wokisme et compagnie, ce n'est pas l'objet, mais la différence homme-femme aujourd'hui dans la façon d'aborder notre vie professionnelle, dans la façon de gérer des problématiques, elle existe, on ne peut pas le nier, elle existe et c'est exactement ce que tu disais, on va pas... Mais ce qui peut être aujourd'hui des faiblesses pour les femmes, il faut vraiment les prendre pour en faire des forces et s'en servir tout au long de sa carrière. On n'a pas les mêmes armes, on n'a pas les mêmes arguments qu'un homme. C'est simplement, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, on n'a pas les mêmes façons de réagir, mais c'est pas pour autant qu'on n'y arrive pas. Enfin, chacun s'appuie sur ses propres forces et on avance. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de distinction à faire. Chacun ses forces. On prend 2 ingénieurs mécaniques, ils ne vont pas être bons sur les mêmes domaines et ça se complémente et c'est pour ça que ça fait une bonne équipe. Et là, c'est l'idée, chacun arrive avec ses propres capacités, avec sa façon de voir les choses et c'est comme ça qu'on va vraiment enrichir le sujet, le débat. Oui, puis bon, c'est bien d'apporter de la mixité et des façons de fonctionner différemment et des fois même dans des groupes au niveau management, de faire un petit peu baisser le taux de testostérone autour de la table, ça aide à apaiser les situations et à voir les choses sous une perspective différente. Effectivement. J'aurais juste une dernière question, moi, avant de passer la parole au public. Thomas, on aura peut-être une petite dernière aussi. Ça va être un peu l'instant Google, si vous en avez un à passer. Vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que selon vous, il y a des clichés persistants qui restent? Alors peut-être qu'il y a plusieurs exemples. Essayez d'en sélectionner un qui vous parle. Est-ce qu'il y a encore des clichés qui persistent vis-à-vis des femmes dans le secteur spatial, qui vous énervent un petit peu au quotidien? Vous pouvez me dire qu'il n'y en a pas du tout, et ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup avancé, mais on pourra peut-être y passer 1 heure aussi, je ne sais pas. Voilà, si vous en avez un qui vous vient, ce serait lequel? Moi, je vais juste revenir sur des chiffres, parce qu'il y a une question qu'il y avait dans la liste, et finalement, je pense qu'au fur et à mesure, on l'a pas abordé. C'était par rapport... Moi, je travaillais à l'ESABIC Sud-France, il y a un incubateur de start-up. Et j'ai regardé les chiffres cet après-midi. Sur l'ESABIC Sud-France, il y a 135 start-up à peu près. Sur ces 135, il y a une petite dizaine qui ont une femme qui est fondatrice ou cofondatrice. Et dans la liste, en fait, dans les 10, il y en a moins de la moitié, il y en a 50%, elles étaient cofondatrices. Donc il n'y en avait que 5 qui étaient fondatrices toutes seules. Et dans ce pool de 10, elles étaient toutes à part une fondatrice d'entreprise dans des secteurs du downstream qui vont avoir des applications du spatial, genre le spatial pour l'agriculture, le spatial pour la santé. Il n'y en avait qu'une qui faisait du spatial pour le spatial. Et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi là une prise de conscience des femmes qu'il faut qu'elles osent, en fait, et qui c'est pas réservé aux hommes, et il faut prendre notre place et il faut y aller, en fait.
On l'avait rapidement évoqué tout à l'heure avec Marie-Laure quand tu parlais des directrices, mais c'est vrai que directrice et fondatrice, c'est pas la même chose. Il faut aussi oser lancer un projet et oser se casser la gueule aussi, parce que ça peut être ça, hein, mais voilà, ça peut être une différence marquante. Est-ce qu'il y aurait un autre cliché, un autre coup de gueule éventuellement à passer Le micro est ouvert. Alors ça rejoint un peu ce que dit Aurélie, hein. C'est aujourd'hui beaucoup de lois sur la diversité, la mixité, tout ce qu'on veut. On nous dit qu'il faut 50% de femmes dans le spatial. Pour moi, 50%, c'est les diagrammes que vous montriez tout à l'heure. C'est 50% à la fois sur les fonctions d'ingénierie technique, mais c'est également 50% dans les fonctions support. Donc ça, c'est un point super important. Et aujourd'hui, quand on veut... Moi, je vais vous le dire, le constat, c'est on a une équipe chez Pangea aujourd'hui d'une dizaine d'ingénieurs. Il y a une femme, elle est là. elle est dans la salle, donc ça me fait super plaisir. Mais c'est pas qu'on a de la mauvaise volonté et qu'on veut pas recruter des femmes, c'est qu'il y en a pas. Il y en a pas. Donc venez. Je veux dire, il y a de la place. Il y a de la place. Aujourd'hui, je sais plus. Quand on regarde les stats à Super-Héros, on est sur quelque chose de moins de 20% de femmes dans les promos. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a de la place. Donc ça aussi, c'est un point, il va vraiment falloir le travailler. Heureusement que vous êtes là, et ça, c'est vraiment très, très bien, parce que j'espère qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Mais ouais, venez. Juste pour préciser le chiffre que tu donnais, on l'a montré tout à l'heure, je ne l'ai pas cité d'ailleurs, j'ai oublié. En 2023, c'était 28% de femmes dans toutes les promotions d'ingénieurs en France. Donc ce qui voudra dire aussi 28% de futurs ingénieurs. Si tu inclus les sciences de la vie, ça donne une idée de ce qu'on retrouve dans le spatial ou à l'aéronautique. Effectivement. Moi, je pense que c'est le même coup de gueule que, que le tien, que pas sur la légitimité, voilà, de s'autoriser à se sentir légitime et compétente. Pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce qu'on se visse, et je me mets dedans, hein, parce que je pense que moi j'ai bien mis cette première décennie là, j'y reviens, à me sentir légitime et à pas me dire alors ok, je vais aller rencontrer effectivement le spécialiste en astrophysique voilà, un sujet dont je tairai le nom. Mais je suis pas à la hauteur, je suis pas à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi en fait ? À la hauteur de quoi ? Parce que mon métier, c'est bien justement de dire à un moment donné à un scientifique qui me parle de ses travaux de recherche ou qui me parle du satellite sur lequel il est en train de travailler ou la sonde qu'il est en train de travailler, attendez, là, je ne comprends pas très bien, mais ça m'intéresse. Et je pense que ça peut vraiment intéresser le public. Donc, vous pouvez me réexpliquer ou voilà, je vous explique la manière dont je l'ai compris, c'est juste ou c'est pas juste. J'ai mis 10 ans en fait. Et c'est pour ça que je m'inclus aussi. Je dis pourquoi on continue à avancer avec ce petit plafond au-dessus de la tête alors que la légitimité, elle y est. Ne serait-ce que le fait de dire, d'oser dire, je ne comprends pas, mais réexpliquez-moi. Parce que je vais comprendre. Il faut vous dire que si vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas la seule. C'est ça. C'est clair, et que si vous êtes dans un auditoire, la seule à lever la main à dire « je n'ai pas compris », vous pouvez vous dire que, je ne vais pas dire la moitié, mais 25% ou 30% si, au minimum, des personnes qui sont autour de vous sont soulagées parce qu'ils ne l'auront pas dit, eux. Voilà. Et c'est peut-être, là je fais un petit peu de sexisme à l'envers, mais une qualité ou une compétence féminine de savoir dire, écoutez, notamment dans un auditoire d'hommes, dire, eh ben moi, je vous pose la question parce que j'ai besoin que ce soit clair, vraiment, dans mon métier, dans ma pratique, donc je n'ai pas compris. Avant de donner la parole et de vous faire circuler le micro pour que vous puissiez poser vos questions, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table avec la question qu'on adore vous poser à notre portrait d'espace ? Est-ce que vous pourriez donner un conseil à celles qui voudraient se lancer dans une carrière dans le spatial ou un cursus ? Je vous laisse faire un petit tour de table sur vos meilleurs conseils. C'est d'oser. Le meilleur conseil, c'est pour ça que j'ai pris le micro la première. Je me suis dit que c'était plus facile. Oser, vous lancer et se dire que dans des milieux où il n'y a encore pas beaucoup de femmes, y aller c'est important. Prendre cette place qu'aujourd'hui elle est ouverte pour nous justement et d'aller essayer d'équilibrer le plus possible, c'est vachement important. Et dans la même lignée, surtout, ne fermer aucune porte. Je pense qu'on est... toi, tu as un parcours peut-être un peu plus linéaire, mais c'est vrai qu'autant Aurélie que moi, on a des parcours mais tellement atypiques. On est parti d'un côté, on est allé de l'autre, on a fini dans le spatial. Enfin, voilà. Donc, vous n'allez pas rentrer dans une entreprise et y passer toute votre vie. C'est faux. Vous n'allez pas faire le même métier toute votre vie. Ça n'existe plus. Donc, ne vous fermez aucune porte. Vous avez une opportunité, je vous l'ai déjà dit, vous la saisissez et
Si ça marche pas, vous aurez capitalisé dessus, vous aurez appris, et la prochaine fois, ça marchera. Point. Moi, je dirais aussi oser demander de l'aide et taper à la porte. Moi, systématiquement, sur LinkedIn, je reçois beaucoup de messages, mais quand j'ai une jeune femme qui m'écrit et qui me demande quelque chose, je lui réponds. Parce que c'est une fille et que je me dis, est-ce que je pourrais pas lui donner un petit coup de pouce? Et il y a une vraie je dirais, sentiment de sororité entre femmes dans le spatial parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de compétition. On est plutôt en mode, tiens, si on pouvait se donner un petit coup de main et s'entraider. Donc, oser, franchement, oser. Bah oui, oser. Et aussi, c'est la science spatiale, c'est une aventure humaine. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est pas que des chiffres, des algorithmes, c'est que de l'humain derrière tout ça. Donc c'est fantastique pour ça. Parce qu'il y a autant de métiers, autant de compétences que dans tout autre domaine, et c'est très très riche. Donc si vraiment vous avez l'attrait du spatial, si ça vous titille, et que vous n'avez pas forcément envie de suivre une voie scientifique aussi, il faut le dire, allez-y aussi. Parce qu'il y a aussi besoin de métiers, de compétences et de qualités humaines dans cette aventure-là. Donc, ouais. Thomas va être là pour vous passer un micro, et comme nous l'ont dit nos intervenantes, osez poser vos questions. Donc c'est parti, c'est le moment de vos questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions encore une fois. Et vous pouvez lever la main effectivement pour qu'on vous repère et qu'on vous file le micro. La première est souvent la plus dure, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je m'appelle Jade, je suis étudiante à Super-Héros, donc on en a parlé, ingénieure, anciennement à Sciences Po, donc parcours plutôt politique à la base, et fondatrice de Astre, donc fondatrice aussi de l'association des jeunes du spatial. En fait, j'ai une question, je suis toujours étonnée, j'aime beaucoup les événements qui parlent de la féminisation du domaine spatial et des sciences de manière générale. Mais à chaque fois, je suis un peu triste parce que je me rends compte que c'est uniquement dans ces événements-là qu'on a des femmes sur le plateau. Mais c'est malheureusement aussi uniquement dans ces événements-là que 90% du public, ce sont des femmes. Et donc la question que je me pose, vous parliez de 2 décennies consécutives. Est-ce que cette décennie qui va arriver, j'espère un peu plus tôt que 2030, ce ne serait pas aussi la discussion finalement de la féminisation avec autant de femmes que d'hommes sur un plateau et autant de femmes que d'hommes dans l'assistance? Et donc vous, comment vous ressentez ça? Est-ce que vous êtes contente ou pas de voir un public qui n'est pas encore paritaire? Alors, il y a du vrai dans ce qui est dit. Je pense il faut prendre un public paritaire quand on s'adresse à un public d'un certain âge. Quand on va chercher des plus jeunes, je pense que c'est encore important de s'adresser des fois qu'aux jeunes filles. Quand on prend collège, lycée, on est dans des périodes un peu compliquées en termes de mixité filles-garçons. Et si on s'adresse des fois à tout le monde, les jeunes filles vont malheureusement pas oser prendre la parole. Et donc il y a encore une importance aujourd'hui, quand on s'adresse à des publics jeunes en tout cas, à quand même s'adresser aussi des fois aux filles en petit comité. C'est ce qui favorise le plus l'échange et la motivation. Et donc ça reste important. C'est vrai que plus haut, ça serait peut-être important d'impliquer plus les hommes. Et ça reste pas évident. Moi, je dirais que c'est important aussi d'impliquer les hommes. Parce que, alors je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, j'en sais rien, le changement vient aussi quand les hommes prennent conscience de ça et qu'ils ont envie de voir les choses changer. Et parce que quand les choses changent pour les hommes, ça change pour les femmes aussi. Je vais prendre un exemple très concret de quand moi j'ai mes filles, elles ont 11 et 13 ans. Quand elles étaient petites, si je faisais du télétravail, que je les gardais, il fallait que je les étouffe pour pas qu'elles pleurent pendant que j'étais en réunion, quoi. Parce que sinon, c'était la honte. Si elle parlait, c'était voilà, encore une femme qui reste à la maison, qui regarde son gosse. Elle ne peut pas bosser, garder ses enfants en même temps, c'est pas possible. Maintenant, j'ai mes collègues, mes cofondateurs, ils viennent d'avoir des bébés. Régulièrement, on entend les gazou-gazou et tout le monde trouve ça mignon. Et du coup, c'est devenu normal en fait que papa reste à la maison et garde les enfants. Donc, c'est devenu normal que maman reste à la maison et garde les enfants, fasse en même temps les deux. Parce que c'est voilà. Donc, je suis assez partagée sur le sujet. Après, d'un autre côté, de temps en temps, il y en a un peu marre de devoir toujours aller chercher des hommes parce qu'on n'a jamais la parole. Donc, il y a les deux côtés. C'est difficile de trancher sur la question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il faut oser. On est là pour ça. Oui, ma question c'est si vous êtes membre de l'association de femmes, quelle association vous conseillez pour être membre, pour s'aider sur le sujet de femmes en carrière de STEM? Merci.
Moi, je fais partie de Elle Bouge. Je fais quelques interventions dans les écoles. Moi, ce choix, il va... Alors, j'ai une appétence pour aller chercher les petits. Je pense que c'est vachement important. Et malheureusement, je pense qu'il faut s'y prendre très, très tôt parce que sinon, on ne déconstruit pas après. Et c'est beaucoup plus difficile. Et via Elle Bouge, ouais, ça permet d'aller aussi chercher via des interventions où il y a First aussi qui est un peu équivalent et de montrer aux jeunes filles que c'est possible. Moi, ça fait partie des associations que j'aime bien pour intervenir dans les écoles. Aurélie, je pense que c'est comme nous. Nous, c'est plutôt Women in Aerospace, exactement, où on intervient. En fait, c'est plus à un niveau européen. Nous, c'était un choix évident avec les entités en Espagne et en France. Et c'est pareil, donc il y a voilà, des implications sur des tables rondes, des sujets assez particuliers. Et ce que j'aime bien chez Women in Aerospace, c'est qu'on fait de la technique, quoi, en fait. On fait pas des tables. Alors, c'est très bien, c'était l'occasion, mais on fait pas des tables rondes sur la féminisation, on parle de technique. Voilà, donc ça, c'est important. Moi, je suis aussi l'activité, je suis membre très passif de Women in Aerospace, mais je suis effectivement les restitutions et les réunions que vous pouvez avoir. Et j'en ai une image d'une association justement qui est très, très pratique aussi. C'est une association qui n'est pas dans la revendication et qui est vraiment de se dire, bah oui, une association entre femmes, entre professionnels de l'aéronautique et spatiale sur Toulouse. Et voilà, on est entre nous et on partage les savoir-faire, les informations, sans être politiquement très engagé par ailleurs, quoi. C'est ça. Et quand je dis on parle technique, c'est général. Enfin, je veux dire, c'est de la technique de l'entreprise. C'est tous les sujets, mais voilà, c'est le type de sujet qu'on devrait aborder clairement tous ensemble. Après, je dirais, si on a envie de s'engager, on peut le faire aussi sans trouver des associations. Et je voudrais faire un petit clin d'œil là à nos 2 professeurs qui nous ont accompagnés ce soir du collège d'Aussonne et de toutes les petites collégiennes qui sont venues avec nous. Parce qu'en fait, du coup, elles font des actions dans leur collège et du coup, elles font des appels aux mamans. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, qu'on a fait des choses. Donc, en fait, on peut trouver très facilement moyen de s'investir et de prêcher la bonne parole aux jeunes filles. Alors bonsoir. Bon, déjà, je voulais faire passer le message parce que moi-même, je suis étudiante et je travaille dans le secteur en alternance. Et je vois beaucoup justement de jeunes filles, plutôt jeunes femmes qui sont intéressées par le spatial autour de moi. Donc les choses évoluent dans le bon sens, j'aurais tendance à dire. Sinon, on parlait tout à l'heure justement d'avoir des figures qui servent un petit peu d'inspiration. Est-ce que vous, personnellement, vous en avez ? Est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont inspiré, pas forcément dans le secteur du spatial, mais qui vous ont inspiré à vous lancer plutôt dans les sciences ou dans ce qui vous a inspiré vous? Je sais que vous n'êtes pas scientifique, mais de manière générale. Voilà, je réponds à la première et c'est facile, parce que moi c'est Claudie Aigneret, c'est la marraine de la Cité de l'Espace. Et c'est vraiment un porte-étendard, effectivement, au long cours, depuis toujours, de la place légitime des femmes dans le spatial. Elle a un discours en plus très clair, très simple et qui n'a pas bougé depuis ses vols, depuis ses missions spatiales. Elle a évolué, elle, au long cours, dans un univers hyper masculin. Donc elle maîtrise le sujet sur le bout des doigts et elle a toujours, dans les différents postes qui vous ont été présentés au début de l'intervention qu'elle a occupé, mis un point d'honneur à avoir une communication constante envers vous, les jeunes filles, sur ce fameux plafond de verre que j'ai dû dire 43 fois pendant l'intervention. Mais voilà, c'est la première à dire qu'il faut s'en débarrasser, il faut le jeter par terre. Et ouais, pour moi, ça a été une vraie source d'inspiration dans tout ce qu'elle est en tant que professionnelle du spatial, en tant que femme engagée aussi. Ouais. J'ai honte, mais non, en fait. Non, j'ai suivi mon parcours, j'ai suivi, comme je l'ai dit plusieurs fois, les opportunités, les rencontres que j'ai pu faire, les rencontres dans ma vie étudiante, donc des professeurs et des professeurs qui m'ont inspirée. La famille, forcément, les rencontres professionnelles, elles sont là d'ailleurs. Ça me fait super plaisir parce que je vois que finalement, la vie avance et puis les belles rencontres restent. Donc, non, moi, je n'ai pas une figure particulière, c'est une quantité de figures qui m'ont fait avancer, évoluer jusqu'ici. Moi, je dirais que pour moi, c'est pareil. C'est plus les gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure de mon parcours, que ce soit des profs ou plus tard des collègues, des gens qui m'ont fait avancer en stage, des choses comme ça.
Et c'est plus ça qui m'a motivée à évoluer dans des directions et à suivre des parcours comme ça, qui m'ont eux-mêmes inspirée sur le moment. Alors moi je dirais que j'ai pas eu de modèle féminin, mais par contre j'ai eu un homme dans mon parcours professionnel qui est mon ancien directeur chez Aerospace Valley, qui m'a amené dans le secteur du spatial et qui m'a vraiment poussé, moi et les équipes féminines qu'il avait autour de lui. Et il avait coutume de dire que lui recrutait que des femmes parce qu'il trouvait qu'elles étaient plus compétentes et qu'elles travaillaient mieux. et il nous a toujours beaucoup poussé. Oui, il s'appelle Philippe Platte pour ceux qui le connaissent. Il est assez et c'est vraiment cet homme qui m'a poussée, donc comme quoi ça apporte aussi par là. Bonjour, j'aimerais savoir quand vous étiez au collège comme ces jeunes filles, quel était le métier que vous aviez envisagé, juste pour montrer aux jeunes filles que vous avez beaucoup évolué et que tout est possible. On va être très franche, on a toutes répondu la même chose à ces jeunes filles, justement. On voulait toutes être vétérinaires. Et des regrets ou pas aujourd'hui ? Absolument pas. Est-ce que certaines fois, ça vous est arrivé de travailler avec des entreprises qui font de l'aéronautique? Parce que j'ai fait un stage récemment et on nous a dit que... Enfin, c'est chez Safran Nacelle, si vous connaissez. Et on nous a dit qu'il y avait des étroites collaborations avec de l'aérospatial. L'aéronautique et le spatial sont deux domaines très fortement liés. On fait dans les deux domaines des véhicules qui voyagent. Certains s'arrêtent à la couche d'atmosphère, les autres vont un peu plus haut. Mais oui, ça se ressemble. Chacun a ses contraintes. Dans l'aéronautique, ils ont aussi toujours des humains à bord. Nous, c'est certains cas où il y en a, d'autres pas. Donc, il y a plus de contraintes de fiabilité, parfois, de choses comme ça. Nous aussi, on a des contraintes de fiabilité parce qu'on ne va pas réparer un satellite quand il est très loin. Mais oui, il y a des liens étroits entre les deux domaines. Il y a aussi des liens étroits avec l'automobile, qu'on imagine des fois moins aussi, par exemple. Mais on a un véhicule au sol, on le monte, et puis on le monte encore plus. Donc, tous les domaines sont un petit peu liés aussi. Et ça permet aussi de s'ouvrir des portes pour plus tard. C'est-à-dire qu'on peut se lancer dans le spatial, et puis après aller dans l'aéronautique, ou le contraire, ou ailleurs, quoi. C'est exactement ça, j'allais rebondir là-dessus. Le fondateur de Pangea, le CEO, en fait, lui, il a commencé dans l'aéronautique. Il travaillait dans les moteurs avions chez Airbus, comme tout le monde. Et voilà, donc après, c'était un passionné de spatial, lui, à la base. Donc, il s'est rapidement orienté vers la motorisation spatiale et donc arrivé à fonder Pangea. Donc oui, les passerelles, elles sont là. Et surtout, un point qui est super intéressant, alors au moins, je pense qu'on l'applique chez Pangea, je pense que c'est vrai aussi dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs. On est très friand, notamment chez les ingénieurs, de gens qui arrivent, qui ont développé des compétences dans l'aéro, dans l'automobile, et qui arrivent avec des nouvelles façons de faire, avec une nouvelle vision qui va amener un peu d'innovation en fait dans ce qu'on fait. Ils ne vont pas révolutionner la technologie des moteurs spatiaux, non, ça c'est. Mais par contre, dans la façon dont ils abordent les problèmes, c'est super intéressant d'avoir une vision un petit peu externe qui va venir apporter en fait de l'enrichissement au développement qu'on fait. Donc oui, les liens, ils sont, ce qu'on disait, ils sont très forts, et les passerelles, elles sont très présentes, et on a tous dans nos entreprises et nos secteurs des gens qui font l'aller-retour en fait. Alors moi j'ai une question, c'était pour savoir si jamais, pour les mères ou pas d'ailleurs, si jamais vous avez pu observer autour de vous des femmes qui ont dû choisir entre avoir une vie de famille ou pouvoir poursuivre leur carrière plus loin. Alors je dirais que moi j'ai 2 enfants et je suis directrice d'une entreprise. Donc je dirais qu'à un moment donné, j'ai fait le choix, mais qui était personnel, de faire du temps partiel parce que j'ai eu le besoin personnel d'être avec mes enfants. Et pour être tout à fait honnête, au bout d'1 an, j'ai dit ouais, ok, c'est fini. Il faut que je retourne bosser parce que c'est pas possible. Et je suis une bien meilleure maman en travaillant et en étant contente quand ensuite je rentre à la maison et que je suis avec mes enfants. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont personnelles, et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut avoir les deux. Alors il y a des périodes où il faut faire des choix, mais ce qui est important, c'est de s'écouter aussi, et il n'y a pas de règle. Ouais, moi j'ai fait le choix quand j'ai eu mes 2 enfants aussi de continuer à travailler et de ne pas m'arrêter à 100%. Mais c'est un choix aussi valable que celui fait par Aurélie.
La chance sûrement aussi, je me dis, en rebondissant sur cette question, d'avoir un entourage qui était un entourage bienveillant par rapport à ça aussi et qui ne m'a pas restreinte en fait dans ce choix-là ou culpabilisée. Voilà, j'ai pas vraiment d'exemple dans mon entourage de choix dramatiques comme ça. Mais ça reste personnel et pour répondre à cette question-là, il faut s'écouter. Et si c'est vraiment son moteur, soit de se dire je fais une parenthèse, je vis ce que j'ai à vivre pour repartir après derrière pleine d'énergie parce que mon métier est un moteur, ou de se dire bah non, j'ai besoin de cette énergie-là pour dans ma vie personnelle être équilibrée et apporter de belles choses à mes enfants aussi. C'est un choix unique et que personne ne peut faire à votre place. Ça, c'est sûr. Alors après, ce que ça implique, on est dans un autre débat, dans des vies personnelles, mais voilà, ce choix-là, c'est votre moteur de vie. Donc, ne laissez personne vous influencer là-dedans en tant que fille, femme. Voilà. Vous ferez toujours le bon choix si vous en êtes convaincu et si c'est ce qui vous fait avancer. Et que, voilà, vous écoutez bien les signaux qui vous disent « Ok, c'est la bonne direction, il faut que je me connais, il faut que j'agisse comme ça, parce que sinon, ça ne va pas le faire. » Écoutez-vous, ouais. Et alors, en laissant de côté la période de la maternité qui est particulière et qui est inhérente aux femmes, mais j'aimerais qu'on pose la même question aux hommes, en fait. Effectivement, on aurait le temps. On nous la pose pas si souvent, malheureusement, mais bon. On aurait le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y en a une ? Bah voilà, il y en a une. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver votre métier ? À trouver votre métier, pas de vouloir devenir vétérinaire. Je crois que je me suis jamais dit je vais être muséographe, en fait. Et je pense que j'ai tiré des bords sur le chemin et que voilà, j'ai cheminé jusque-là en m'écoutant sûrement, mais ouais, je me suis pas dit à un moment donné, ça c'est peut-être pour te dire aussi, vous allez être dans des moments, on va vous parler de Parcoursup aussi, voilà, de choix très importants à faire dans votre vie, qu'il ne faut pas vous tromper, mais vous ne vous tromperez jamais, tant que vous avancez, et tant que vous faites des expériences, que vous impliquez dans un domaine ou dans des études qui, sur le moment, vous plaisent, vous parlent, vous portent, vous allez acquérir des choses, des briques dont on parlait, des petites briques. Et ça va vous faire et ça va vous construire jusqu'à ce que, comme ça, en avançant, vous dites « Ah bah ouais, mais ça, le matin, quand je me lève concrètement, globalement, j'ai envie d'aller faire mon métier. Ça me plaît. » Donc, c'est pas tant un choix que ça, c'est plus ouais, un aboutissement, un parcours, oui. Et puis il peut y avoir plusieurs étapes sur le parcours, comme disait Charlène, qui a fait plein de métiers, qui en fera sans doute peut-être d'autres, je ne sais pas, au CNES, ou vous, ou nous, j'en sais rien, tout autant qu'on est autour de la table. Il y a peut-être un autre métier derrière, en fait. Donc, mais c'est toujours de l'acquis. Et avant de passer à la conclusion de notre événement, on souhaitait vous laisser un dernier mot chacune. Donc là, dans l'ordre que vous voulez, en fonction de l'aspiration. Voilà, de vous laisser un petit temps de parole pour dire ce que vous souhaitez pour terminer cet événement ensemble. Non, moi, de toute façon, on ne va pas répéter ce qu'on a dit, effectivement, oser les opportunités, blablabla. Bla, bla, bla. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que la réussite, ça sera qu'on n'ait plus ce genre de table ronde à l'avenir. Ce sera la première et la dernière. Peut-être. Mon mot de la fin, c'est merci les garçons d'avoir organisé cette table ronde. Bravo. Peut-être éventuellement pour vos structures respectives. Alors la Cité de l'Espace, on est ici à l'heure actuelle, donc c'est peut-être un peu plus facile, mais comment on peut suivre les actualités de vos entreprises, structures, parce qu'il y a aussi une agence publique, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu ce qui va se passer pour vous à l'avenir ? En ce qui concerne Pangea, c'est principalement LinkedIn. Nous, on se sert principalement de ce canal-là et la presse, j'ai envie de dire. Surveiller la presse dans les jours qui viennent. Pour le CNES, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux avec du contenu qui est pas mal relayé. Et ensuite, aussi LinkedIn avec du contenu qui est publié régulièrement et toute l'information qui peut s'y trouver avec beaucoup de médiation scientifique, je pense, de la part du CNES.
Sur Aïkos, pareil, LinkedIn, et on est aussi sur Instagram. On fait pas mal de petites vidéos un peu sympas sur Insta, donc il y a les deux. Et la Cité de l'Espace, bien sûr, quand Ah même. bah non, mais pour suivre les aventures de Aiko, Pangea, le CNES, l'ESA, la NASA, la JAXA, toutes les agences spatiales de par le monde et toutes les entreprises privées de par le monde, bah venez en fait. Voilà. Et on tient à rappeler que pour celles et ceux qui pourraient être intéressés dans votre entourage par notre discussion de ce soir, tout a été enregistré. On va prendre un petit peu de temps à le monter, mais on va finir par le diffuser aussi sur nos plateformes. Donc je vous invite encore une fois à venir nous suivre sur Spotify, Deezer et ou Instagram. Et on pourra retrouver donc l'entièreté de nos discussions en podcast. On va passer, je pense, tranquillement aux remerciements, parce qu'on tient dans un premier temps chaleureusement à remercier toutes nos intervenantes. On peut les applaudir s'il vous plaît. Qui nous ont fait confiance. Ça fait un moment qu'on parle de ce projet avec pas mal d'entre elles, donc on tient à remercier Aurélie et Marie-Laure qui étaient là dès le début pour nous soutenir et qui nous ont accompagnés aussi pendant des podcasts, mais bien évidemment aussi Aude et Charlène. C'était pas forcément quelque chose de gagné, c'était un pari pour nous aussi de tenter l'événement. C'était le premier événement avec cette jauge de spectateurs qu'on faisait dans un lieu comme la Cité de l'Espace. Donc on tient chaleureusement, et on peut les applaudir, à remercier les équipes de la Cité de l'Espace dans leur globalité. On les a déjà cités, mais on va également applaudir, s'il vous plaît, Aiko, donc la boîte d'Aurélie. On enchaîne Pangea Aerospace, le CNES, et un remerciement. Je te laisse le faire, parce qu'il faut que je passe la parole. Et alors, un remerciement tout particulier à Léo Tozan qui n'est pas là ce soir, mais qui travaille avec nous depuis le tout début. C'est la 5e année qu'on fait Horizon, qu'on fait le podcast Odyssée. Alors Léo, c'est un artiste, c'est un graphiste, c'est un photographe. C'est lui qui a fait tout le design de l'affiche du Meet Her in Space. C'est lui qui nous fait tous les visuels des Space Apéro. Le visuel que vous voyez là, c'est grâce à Pangea. Et encore merci beaucoup Marie-Laure pour ta confiance. On a pu produire des suites Horizon en fin d'année dernière. Et donc c'est Léo qui a fait tout le visuel. Et les 3 visuels que vous avez à droite, c'est ce qu'il fait lui par passion. Donc c'est un artiste de grand talent. Sur Instagram, il s'appelle Nost. Et on vous invite à le suivre parce qu'il est juste génial. Et merci à lui. Et un dernier truc, je le dis parce qu'il n'est pas au courant, mais je souhaiterais qu'on applaudisse très fort Thomas aussi, s'il vous plaît. Parce que c'est grâce à lui que cet événement a lieu, très clairement. Il a investi beaucoup de temps pour cet événement, malheureusement du temps que je n'ai pas toujours autant. Et vraiment, voilà, je tiens à te remercier, mon cher Thomas, bravo à toi. Et voilà. Et merci bien sûr à vous toutes et tous d'avoir été là ce soir. On espère... Alors attends, je passe la parole encore une fois parce que... Non, mais voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. Merci encore à nos intervenantes. Merci à la Cité de l'Espace. Et si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, parce qu'il y a peut-être des questions qui n'ont pas pu être posées ou parce que vous avez envie de juste discuter, avec Simon et avec le soutien une nouvelle fois de Aurélie avec Aiko, de Marie-Laure avec Pangea, on va pouvoir mettre en place un petit cocktail au fond de la salle. Si vous nous donnez 5 minutes avec Simon, le temps qu'on installe ça, et on va pouvoir discuter tous ensemble de manière beaucoup plus informelle et échanger. Donc voilà, on espère que vous avez passé une très bonne soirée avec nous, que vous pourrez suivre nos aventures et suivre tout ce que font nos très chères intervenantes. Et on espère vous dire à très bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée.